Je n'ai peu, être pas grandi dans une grande ville animée, mais j'ai eu la chance de profiter d'une quantité presque infinie d'activités en plein air. Parmi ces activités, il y avait la randonnée, le camping. Mais l'une des choses les plus agréables, dans ma ville natale, était la facilité d'accès à l'eau, notamment pour faire du bateau. Je suis très loin d'avoir les moyens financiers de posséder un bateau, mais mon ami Trevor a la chance d'en posséder un. Quand il était enfant, sa famille vivait au bord de l'eau. Ils ont toujours eu un bateau de taille convenable. Nous passions des heures dessus. Quand Trevor a obtenu son permis bateau, son père nous laissait sortir avec le bateau. Quand nous étions au lycée, nous avons découvert une petite île située sur l'un des itinéraires nautiques que nous empruntions. Si je devais estimer la taille de l'île, je dirais qu'elle faisait à peu près la taille d'un grand Walmart. Pendant tout le lycée, l'université et le début de mineur, l'âge adulte, nous fréquentions souvent l'île. De temps en temps, il y avait quelques autres personnes qui pêchaient ou faisaient quelque chose dans ce genre, mais la plupart du temps, elle était vide. C'était comme notre propre petite île. Je supposais que la raison pour laquelle elle était souvent vide était qu'il n'y avait pas vraiment de bon endroit pour amarrer le bateau. Évidemment, il n'y avait pas de quai et il n'y avait qu'une petite bande de rivage. Le reste de l'île était entouré de falaises, rocheuses et d'arbres. Trevor jetait l'ancre et nous parcourions à la nage. Courte distance jusqu'au rivage. Cela semble contraignant, mais ça ne l'était vraiment pas. Au fil des années, nous avons exploré chaque recoin de l'île. Nous avions même placé des repères dans certaines zones pour savoir où nous étions. Au lycée, nous faisions des parties épiques de chasse à l'homme sur l'île. En grandissant, elle est devenue davantage un lieu de fête où nous pouvions faire du bruit, nous déchaîner et faire ce que font les gens de cet âge. L'une aux choses les plus étranges à propos de l'île que j'ai remarqué en vieillissant était qu'il n'y avait presque aucun animal sauvage sur l'île. Aucun oiseau, aucun nid, aucun petit mammifère, aucun reptile. Je veux dire, nous voyons même rarement des insectes sur l'île, ce qui est incroyable. Chaque fois que nous amenions quelqu'un de nouveau sur l'île, nous lui racontions des histoires à son sujet. Par exemple, que l'île était maudite juste pour faire réagir les gens. Nous inventions tout, alors je n'ai jamais cru qu'il y avait quoi que ce soit à craindre jusqu'à une nuit, il y a quelques années, que je ne parviens toujours pas vraiment à expliquer. À cette époque de notre vie, Trevor avait son propre bateau. Il nous a proposé quelque chose que je n'arrivais pas à croire que nous n'avions jamais fait auparavant. Il nous a proposé de passer la nuit sur l'île. Il pouvait emmener 8 d'entre nous sur son bateau et nous pouvions tous les 8 camper sur l'île. Cela semblait être une idée incroyable, surtout parce qu'une fille appelée Megan, qui faisait partie de notre groupe d'amis, et moi, avions le béguin l'un pour l'autre à l'époque. Cela qui serait une situation idéale pour que nous puissions passer un peu de temps seuls. Nous sommes partis du quai dans l'après-midi et sommes arrivés sur l'île vers 4 heures de l'après-midi. Les premières heures ont été incroyables. Nous avons fait visiter l'île à Megan et aux autres. Nous leur avons montré toutes les choses intéressantes que nous avions découvertes au fil des années. À la tombée de la nuit, nous avons fait cuire des hot dogs sur un feu et avons commencé à boire quelques verres. Jusqu'à ce moment de la soirée, c'était l'un des meilleurs moments que j'avais jamais passé sur l'île. Trevor entretenait le feu et nous étions tous assis autour à raconter des histoires et à vraiment profiter de l'ambiance. Cela faisait déjà plusieurs heures que la nuit était tombée quand j'ai commencé à remarquer que Megan se comportait un peu bizarrement. D'habitude, elle était toujours en train de rire et de sourire, mais pour une raison quelconque, elle était silencieuse.
Elle avait l'air presque perdue dans ses pensées. Quand je lui ai demandé si elle allait bien, elle continuait de regarder les arbres qui se trouvaient à quelques mètres de l'endroit où nous étions assis. Avant de me répondre, elle a marqué une pause et continué à scruter les arbres qui étaient presque totalement plongés dans le noir. Depuis l'endroit où nous étions assis, elle a dit qu'elle continuait d'entendre des bruits venant des arbres, des bruits qui ressemblaient à des mouvements. Je lui ai dit que c'était probablement un animal. À quoi elle a rappelé ce que nous lui avions dit plus tôt, à savoir que nous n'avions jamais vu d'animal sur l'île auparavant. Je lui ai rappelé que nous n'avions également jamais passé la nuit sur l'île auparavant et que c'était probablement un animal nocturne et que nous n'avions aucune raison de nous inquiéter. Elle avait toujours l'air inquiète, tandis qu'elle continuait à plisser les yeux verts. Et les arbres, elle a dit, « Je ne pense pas qu'un CS. J'ai pensé qu'elle m'a. Avait peu être trop bu, mais elle avait à peine terminé sa seule bière. Tout le monde sauf. » Trevor et moi commençaient à être un peu effrayés. Rosie, la petite amie de Trevor, a demandé si nous étions sûrs d'être les seuls sur l'île, et nous en étions. Pas certains. Aucun bateau n'était ancré, nulle part, et nous avions parcouru toute l'île plus tôt, sans voir la moindre preuve que des gens s'y trouvaient. J'étais convaincu que l'obscurité jouait des tours aux yeux et aux oreilles de nos... une fois la peur installée, c'était comme si nous ne pouvions plus les calmer. Trevor est sorti une lampe torche et a dit à tout le monde de se détendre. Il a dit qu'il allait la diriger vers les arbres et montrer à tout le monde qu'il n'y avait personne dans les bois et que leur imagination s'était complètement emballée. Il a lentement déplacé le faisceau de la lampe horizontalement le long de la quai, lisière des arbres. Megan a crié et pointé du doigt. Tous les autres ont sursauté à cause de Megan. Elle a dit que 2 personnes se tenaient dans les bois lorsque le faisceau était passé. Personne d'autres ne les avait vus. Trevor a ramené le faisceau en arrière et effectivement 2 personnes se tenaient près des arbres. L'image de ces 2 personnes nous fixant est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vues de mes propres yeux. Elles étaient presque entièrement cachées, raison pour laquelle nous ne les avions pas vues au début. Trevor a reculé brusquement et le faisceau lumineux l'a suivi. Lorsqu'il s'est relevé et a dirigé la lumière dans la même direction que les 2 personnes, elles avaient disparu. Nous avons commencé à paniquer. Nous avions clairement vu 2 personnes debout à cet endroit et maintenant elles n'y étaient plus. Trevor a commencé à crier dans leur direction, leur disant de sortir. Rien ne s'est passé. Quelques-uns d'entre nous ont couru jusque-là pour les intimider, ce qui, avec le recul, était plutôt stupide. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait personne. Nous entendions des rires dans les bois, mais ils étaient faibles. J'ai suggéré à Trevor que nous devrions partir, au cas où ces 2 personnes voudraient nous faire du mal. Je voyais bien que l'orgueil de Trevor en avait pris un coup, mais il a finalement accepté. Nous avons commencé à ranger nos affaires essentielles et à éteindre le feu. Pendant tout ce temps, Megan nous disait de nous dépêcher parce qu'elle les entendait. Rire dans les bois, mais peu importe, où elle dirigeait le faisceau lumineux, elle ne pouvait pas les voir. Nous sommes retournés dans l'eau afin de pouvoir monter sur le bateau. Juste avant que Trevor et moi puissions monter sur le bateau, Megan a crié tandis qu'elle continuait à pointer la lumière vers la plage. Les 2 personnes étaient maintenant sur la plage. J'ai sauté sur le bateau et juste au moment où Trevor montait sur le bateau, la femme a appelé Trevor par son nom. Il s'est arrêté et s'est retourné vers elle. Elle a dit qu'elle voulut qu'il marche avec elle dans la forêt afin de pouvoir lui montrer quelque chose de génial. Ensuite, elle pourrait revenir chercher le reste d'entre nous. Trevor a failli retourner sur l'île. C'était presque comme si la seule pensée qu'il avait à ce moment-là était d'y retourner.
Je l'ai attrapé. Je l'ai pratiquement jeté sur le bateau. Il n'a rien dit et n'a même pas mentionné qu'il semblait avoir commencé à venir vers l'île. Nous avons remonté l'ancre et quitté l'île. Pendant que nous partions, Megan a gardé la lumière, dirigée vers l'île. L'homme avait disparu, mais la femme se tenait sur le rivage et nous regardait partir. Nous y avons gardé la lumière sur elle jusqu'à ce qu'elle retourne. Dans les bois, Trevor a fait un petit tour autour de l'île pour voir si un bateau était amarré quelque part. Et, chose inquiétante, il n'y en avait aucun. Ces deux personnes étaient déjà sur l'île lorsque nous sommes arrivés, et nous n'avions aucune idée d'où elles venaient, ni depuis combien de temps ils étaient là. Ils étaient suffisamment éloignés pour que ce soit une traversée à la nage extrêmement difficile, surtout pour ces deux personnes. Chaque fois que je repense à cette nuit-là, mon esprit imagine des choses complètement folles. Il n'y a aucun endroit sur l'île, du moins à notre connaissance, où l'on puisse se cacher. Nous les aurions entendus. À un moment donné, lorsque nous parcourions l'île dans l'après-midi, c'était comme si ces deux personnes étaient simplement apparues de nulle part. Trevor et moi sommes retournés sur l'île une dernière fois après cette nuit-là. C'était le lendemain, et nous y sommes allés pour essayer de voir s'il restait des traces de ces deux personnes. À quelques mètres dans les bois, quelque chose était appuyé contre un... Cela ressemblait à une silhouette humaine, fabriquée avec des branches. Nous ne sommes pas restés beaucoup plus longtemps après cela. Nous sommes montés dans le bateau de Trevor et sommes partis. Je n'ai aucune idée précise de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je peux affirmer avec certitude que quelque chose ne va pas sur cette île. Pour l'instant, je n'ai aucune envie d'y retourner, mais je suis heureux des souvenirs que j'y ai créés. Je veux raconter une histoire qui me tourmente. Depuis un certain temps, chaque fois que je suis seul, j'ai tendance à repenser à cette journée et mon esprit imagine des choses très sombres. J'ai raconté cette histoire à plusieurs reprises, en espérant que la personne à qui je la raconte me dise que je suis fou et que je réfléchis trop à tout cela. Mais malheureusement, elle pense également que quelque chose de grave s'est produit. C'est le genre d'histoire qui, si vous y pensez, trop longtemps, vous empêchera de dormir. Cela m'est arrivé il y a quelques années dans la marina où j'amarrais autrefois mon bateau. J'ai amarré mon bateau dans plusieurs marinas au cours de ma vie. Et même si beaucoup d'entre elles ont des problèmes, ce ne sont pas des endroits où l'on imagine que des événements effrayants puissent se produire, à moins d'avoir peur des bateaux ou de l'eau. Les marinas sont généralement des endroits sans danger. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été seul. Quand j'ai eu l'âge d'acheter un bateau, j'ai économisé mon argent et j'ai réussi à dû le faire. Depuis mes 19 ans, je possède un bateau. L'été où cette histoire s'est déroulée, je vivais pratiquement sur le bateau. Cette marina en particulier était plus calme que la plupart des autres et j'y passais simplement d'innombrables journées à me détendre, lire, pêcher et simplement vivre ma vie. L'un des services proposés par cette marina était ce qu'on appelle un emplacement de passage. Cela signifie que une personne peut amarrer son bateau à l'un des pontons pour une nuit ou quelques Almarina lui attribue un emplacement pour 3, une durée déterminée. C'est destiné aux personnes qui voyagent ou ne peuvent pas retourner dans leur marina habituelle. Au fil des années, j'ai rencontré énormément de personnes fascinantes, venues de tout le pays, qui utilisent ces emplacements de passage pour amarrer leur bateau. Un après-midi, un bateau apparemment ordinaire est arrivé à la marina et a obtenu un emplacement de passage. La place à côté de moi était libre, alors ils y ont amarré le bateau pour la nuit, pendant qu'ils faisaient entrer le bateau. Je suis sorti du mien pour l'aider à l'amarrer. C'est ce que font beaucoup de plaisanciers.
On aide son voisin. Homme m'a crié dessus et m'a dit qu'il ne... Je voulais ni n'avais besoin de mon aide. Je ne l'ai pas mal pris. Je comprends que certaines personnes ne veulent pas que d'autres s'approchent de leur bateau. Alors je l'ai laissé tranquille. Une fois qu'il Zaz eut sécurisé et attaché son bateau, je me suis présenté et lui ai dit que si avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait simplement frapper à ma porte. L'homme m'a regardé, sans presque aucune expression. Puis il est passé à côté de moi et est remonté sur son bateau. Je suis quelqu'un de discret et je n'aime pas particulièrement les conversations banales, mais si quelqu'un me dit bonjour, je réponds toujours. Le manque d'interaction humaine élémentaire de cet homme m'a quelque peu dérangé. Après être passé à côté de moi et être remonté sur son bateau, il est descendu dans une petite cabine et a claqué la porte. Son bateau était juste assez grand pour avoir une petite cabine accessible à l'avant qui, je suppose, contenait essentiellement un lit. Et c'était probablement tout. Avant de retourner vers mon bateau, j'ai senti une odeur horrible. J'ai commencé à renifler autour de moi et j'en ai conclu que l'odeur provenait de son bateau. Ce n'était pas une odeur de poisson, ni de transpiration. C'était pire que cela. C'était quelque chose d'insupportable. C'était la pire odeur que j'ai jamais sentie de ma vie. L'homme ne m'a jamais donné son nom, mais j'ai remarqué qu'il avait un thermos à café près du volant et le nom inscrit dessus était Buddy. Environ 1 heure s'était écoulée depuis qu'il avait amarré son bateau et j'ai entendu du remue-ménage provenant de son bateau. On aurait dit que des objets s'écrasaient sur le sol et j'ai entendu du verre se briser. Il y avait une petite fenêtre sur le côté de son bateau, mais elle était couverte. Puis, Buddy est sorti de sa cabine. Il m'a regardé, puis a continué à marcher le long du quai en direction du bâtiment de la marina. Il y avait une douche et des toilettes là-bas. J'ai supposé que c'était là qu'il allait, même. Si j'avais essayé de l'aider et de lui parler, le regarder s'éloigner, était en réalité la première fois que j'avais pu bien l'observer. Il mesurait environ 1,83 et était plutôt corpulent. Je dirais qu'il avait près de 70 ans. Il était presque chauve, à l'exception de cheveux blancs, formant un fer à cheval autour de son crâne brillant. Son trait le plus remarquable était, selon moi, ses épaisses lunettes noires. Elles semblaient extrêmement grossissantes et couvraient au moins la moitié de son visage. Il est resté absent environ 10 minutes, peut être moins. Pendant ce temps, toutes les quelques minutes, j'entendais quelque chose cogner dans son bateau, accompagné de ce bruit étouffé. Je pensais qu'il avait peu être un chien à l'intérieur. Lorsqu'il est revenu, j'ai essayé de lui parler à nouveau. Je lui ai dit que j'avais entendu quelque chose dans son bateau et que je voulais simplement lui signaler que s'il avait chien, il y avait un grand terrain à côté de la marina où il pouvait emmener le chien et le laisser courir. Il s'est approché de l'arrière de mon bateau où j'étais assis, s'est penché vers moi et a dit « Je n'ai pas de chien, il n'y a que moi ». Puis il est retourné furieusement sur son bateau et est redescendu. Dans la cabine, je n'arrivais pas à imaginer ce qui avait pu faire tout ce bruit pendant son absence. S'il n'avait pas d'animal et affirmait être seul, je n'avais aucune idée de ce que j'entendais. Une fois qu'il fut de retour sur son bateau, je n'ai plus entendu aucun remue-ménage ni aucun bruit étouffé. Le reste de la nuit s'est déroulé sans incident. De temps en temps, je percevais à nouveau cette légère odeur lorsque le vent commençait à souffler. Je me suis préparé à dormir. Vers 22 heures ce soir-là, après l'avoir vu sur le quai plusieurs heures auparavant, il n'est plus ressorti de sa cabine durant toute la nuit. À 3 heures du matin, je me suis réveillé à cause de ce même bruit. On aurait dit qu'une sorte de lutte se déroulait.
sur son bateau. Sauf que cette fois, j'ai entendu Buddy. Il répétait « Tais-toi » d'un ton agressif. On aurait dit qu'il essayait de parler à voix basse. Je n'ai pas entendu. D'autres voix, seulement ceux. Bruit étouffé et forcé. Je l'ai entendu. Crailler « Ça suffit !» Puis tout y est redevenu silencieux. Je suis resté éveillé le reste de la nuit après cela. J'ai essayé de réfléchir à ce que j'avais entendu, mais je n'étais pas sûr. Durant le reste de la nuit, Buddy est resté silencieux et il n'y a eu aucun autre remue-ménage. De son côté, à 7 heures ce matin-là, Buddy est sorti de sa cabine avec un sac de voyage et se dirigeait vers les toilettes. Je savais que c'était une mauvaise idée, mais quelque chose m'a poussé à aller sur son bateau pour voir si quelqu'un était en danger. J'ai attendu qu'il atteigne l'extrémité du quai et disparaisse de ma vue. Je me suis glissé jusqu'à son bateau et dès que j'y ai posé le pied, l'odeur a failli me renverser. Je me suis approché de la porte de la cabine et j'ai vu qu'elle avait été spécialement fabriquée et équipée d'une serrure. J'ai frappé à la porte et demandé s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je cherchais un mensonge à raconter au cas où je me ferais surprendre. Mais au lieu du silence ou de quelqu'un ouvrant la porte, j'ai de nouveau entendu cet étrange bruit étouffé. Et cette fois, il était beaucoup plus fort. Puisque j'étais si près, j'ai demandé à nouveau s'il y avait quelqu'un en bas et le bruit semblait devenir encore plus fort, presque comme s'il implorait de l'aide. Je ne savais pas quoi faire et j'ignorais quand Buddy allait revenir, alors je suis parti. J'ai couru jusqu'à mon bateau et suis descendu dans ma cabine. J'ai envisagé d'appeler la police, mais je ne l'ai pas fait. Il est facile pour quelqu'un qui n'était pas dans cette situation et qui entend cela maintenant de dire qu'il aurait appelé la police, mais après coup, tout paraît évident. Dans ces moments-là, alors que tout se déroule, vous avez 1 million de choses qui vous traversent l'esprit. Et l'une de ces choses est que vous réagissez de manière excessive et réfléchissez trop. C'est ce que je ressentais, je devais trop réfléchir à ce qui était en train de se passer. Alors que j'étais là en bas à regarder mon téléphone, j'ai levé les yeux vers ma fenêtre et Buddy se tenait juste là, ce lama. Il me regardait à travers ma fenêtre, mais il n'a rien dit ni rien fait. Il m'a regardé un instant, puis il est retourné à son bateau. Je l'ai observé pendant qu'il retournait vers l'abysse. Aux portes. Il s'est arrêté devant la porte de sa cabine pendant un instant avant de l'ouvrir, presque comme s'il réfléchissait à quelque chose. Il a commencé à détacher son bateau et à quitter le quai. Cette fois, je n'ai pas proposé de l'aider. Évidemment, cet homme me donnait la pire impression que j'ai jamais ressentie venant d'un autre être humain. J'ai déjà rencontré des gens grossiers et ignobles, mais pour une raison quelconque, cet homme me donnait une sensation au creux de l'estomac que je n'avais encore jamais ressentie. Alors que je le regardais s'éloigner, je ne l'ai plus jamais revu. Cela s'est passé il y a des années et cette expérience me hante encore. Aujourd'hui, j'essaye de me dire que je réagis de manière excessive, mais ensuite me demande « et si je ne réagissais pas de manière excessive? Et si cet homme avait ligoté quelqu'un dans son bateau et que je n'avais rien fait ?» J'ai grandi dans un quartier où l'on pouvait constamment entendre les voisins se disputer les uns avec et les autres, et où l'on aurait dit que quelqu'un pouvait mourir à tout moment, mais personne n'appelait la police, et personne ne mourrait jamais. On ignorait simplement les affaires personnelles des autres. Et c'est malheureusement ce que j'ai fait ici. Je ne suis pas du genre à avoir une imagination excessivement active, mais c'est la seule fois où j'espère que mes pensées sont fausses. Et j'espère que Buddy n'est pas le monstre que je pense qu'il a pu être. Je ne crois pas aux malédictions. Je partage l'histoire de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois, principalement parce que je souhaite savoir ce que les gens en pensent. Je
pensait que, en tant que société moderne, nous avions dépassé les choses comme les malédictions et le folklore. Il y a un peu plus de 3 mois, mais 2 autres amis, Dustin et Chris, et moi, sommes partis pêcher sur le bateau de Dustin. Chaque fois que nous avons tous les trois la chance d'avoir le même jour de repos, nous essayons. Et de profiter de l'occasion et de sortir sur son bateau. Nous quittions généralement la maison de Dustin à l'aube et passions la majeure partie de la matinée à pêcher chaque fois que nous sortions. Cette journée particulière ne fut pas différente. Environ 30 minutes après le début de notre sortie, j'ai entendu Dustin commencer à marmonner dans sa barbe. Nous lui avons demandé ce qui n'allait pas et il a pointé devant nous, juste. À l'horizon se trouvait un magnifique bateau. Je ne suis pas un passionné de bateau, même si je pêche aussi, souvent que possible. Je ne connais absolument rien au bateau. Chris et moi avons vu un bateau à l'horizon et rien de plus, mais Dustin a remarqué quelque chose à mesure que nous nous approchions. C'était à peine visible au début, mais plus nous nous approchions, plus que cela devenait visible. Le bateau avait un drapeau orange qui flottait dessus. Sur le drapeau orange se trouvaient 2 formes noires. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais Dustin nous a expliqué que ce drapeau particulier était appelé drapeau VDS, ce qui signifie signal visuel de détresse. Normalement, nous ne nous serions jamais approchés d'un autre bateau de cette manière, surtout sur une étendue d'eau aussi immense que celle-ci. Mais s'ils étaient réellement détresse, nous devions les aider. Lorsque nous nous sommes approchés du bateau, Dustin a ralenti. Depuis son bateau, il a crié pour demander si tout allait bien, mais il n'y a eu aucune réponse. Pendant que Dustin gardait le contrôle de son bateau, j'ai essayé de regarder l'autre bateau pour voir si je pouvais apercevoir quelque chose. De l'endroit où je me trouvais, je ne voyais personne. Le bateau était immense. Dustin nous a dit que la taille du bateau permettait de le considérer comme un yacht. Un petit, mais tout de même bien plus grand que celui de Dustin, petit bateau de pêche. Chris a demandé si nous devrions simplement partir. Dustin n'en était pas sûr. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais il n'y avait aucun réseau là où nous étions. J'ai dit à Dustin que j'allais sauter sur le bateau et m'assurer que tout allait bien de leur côté. L'idée ne lui plaisait pas, au cas où un homme âgé serait malade ou quelque chose comme ça, et qu'il me verrait sur le bateau, il ne voulait pas qu'il fasse une crise cardiaque ou quelque chose d'horrible. C'était une raison de plus pour moi de sauter à bord et de m'assurer que tout allait bien. Nous avons discuté pendant un moment, puis il a accepté de me laisser sauter sur l'autre bateau lorsque je lui ai dit que j'étais formé à la réanimation et que quelqu'un à l'intérieur avait peut-être besoin d'aide. Dustin s'est approché autant qu'il je pouvais et j'ai sauté à l'arrière du yacht. Je continuais à crier, demandant s'il y avait quelqu'un et leur faisant savoir que je répondais à l'appel de détresse. Je voulais m'assurer de parler assez fort pour annoncer ma présence. Sur la proue du bateau où je venais de monter, il y avait plusieurs sièges rembourrés et une table, et on y aurait dit que quelqu'un s'y trouvait peu de temps auparavant. 4 cannes à pêche semblaient prêtes à être utilisées. Sur la table se trouvaient 3 tasses de café dont s'échappait encore de la vapeur. Sur l'un des sièges se trouvait une belle veste Michigan State qui semblait avoir été jetée là à l'instant. Je me suis dirigé vers une porte coulissante qui était grande. Ouverte, j'ai continué à crier, demandant si quelqu'un avait besoin d'aide. J'ai remarqué pendant que je marchais vers la porte coulissante que il y avait plusieurs empreintes boueuses de tailles différentes partout sur la partie arrière du poing. Bateau. En soi, ce n'était pas si étrange.
surtout lorsqu'on part pêcher. Ce qui était étrange, c'est qu'il semblait n'y avoir personne sur ce bateau, malgré toutes et ses preuves. Je suis entré dans la pièce, et c'était le chaos. Tous les placards étaient ouverts, et des objets jonchaient le sol. Juste en face se trouvait un lit, installé dans une petite alcôve. Dans les bonnes circonstances, il semblait confortable. Il n'y avait rien sur le lit, à part un tas de coussins et de couvertures tous entassés contre le mur. Le dernier endroit que je devais inspecter était la salle de bain, et la porte était fermée. Mon cœur battait à toute vitesse, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je m'attendais à moitié à voir quelqu'un à l'intérieur, évanoui ou pire. J'ai lentement ouvert la porte et, tout comme le reste du bateau, la salle de bain était vide. Je suis retourné dans la grande pièce et j'ai commencé à marcher vers la porte coulissante. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose bouger. Je me suis retourné rapidement et j'ai vu les coussins tomber du lit et la couverture bouger. Une vieille femme frêle s'est redressée et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai essayé de rassurer la femme en lui disant que j'étais seulement là pour aider parce que j'avais vu le drapeau. La femme n'a pas réagi du tout. Elle restait assise là, totalement impassible. On distinguait à peine qu'elle respirait. Si je ne l'avais pas vue bouger une seconde auparavant, puis cligner des yeux plusieurs fois, j'aurais cru qu'elle était morte. Elle était petite. Ses cheveux étaient tressés et sa peau était bronzée et ressemblait à du caoutchouc. Ses yeux restaient fixés sur moi pendant qu'elle me regardait. J'y avais l'impression qu'elle regardait à travers moi. Je fais de mon mieux pour paraître rassurant et j'ai dit à la femme que j'allais retourner sur le bateau de Dustin et que nous allions l'aider. Je suis sorti en courant et j'ai sauté sur le bateau de Dustin. Je leur ai dit que nous devions naviguer jusqu'à pouvoir appeler à l'aide. J'ai parlé à Dustin de la femme seule sur le bateau et qu'elle semblait être en état de choc ou quelque chose comme ça, parce qu'elle se cachait et qu'elle était ensuite restée assise là, pendant que Dustin et Chris essayaient de comprendre ce que je racontais. La femme est apparue dans l'embrasure de la porte coulissante et s'est dirigée vers l'arrière du bateau où flottait le drapeau orange. Elle a lentement commencé à abaisser le drapeau. Une fois qu'elle l'a eu entre les mains, elle l'a jeté sous là et est lentement retournée à l'intérieur. Nous ne savions pas quoi faire. Elle avait retiré le drapeau, mais j'ai insisté sur le fait que cette femme n'avait pas l'air bien. Elle avait besoin d'aide. Dustin a accepté et tout est commencé à revenir dans la direction d'où nous venions jusqu'à ce que je retrouve du réseau sur mon téléphone. Dès que j'ai eu du réseau, j'ai appelé la police. Je leur ai parlé du bateau avec le pavillon de détresse et du fait que la femme était seule. Même s'il y avait beaucoup d'éléments prouvant le contraire, ils ont dit qu'ils allaient vérifier. Ne sachant pas combien de temps cela prendrait, nous avons décidé de revenir, au cas où elle aurait besoin d'aide, avant l'arrivée du bateau de la police. Quand nous sommes revenus à l'endroit où le bateau se trouvait, il avait disparu. Nous n'avions aucune idée de la direction qu'elle avait prise. Nous ne pouvions donc pas la suivre. Nous ne sommes finalement jamais allés pêcher ce matin-là. Nous étions tellement bouleversés par tout cela que nous avons simplement décidé de rentrer et de passer le reste de la journée chez Dustin. Nous n'avons jamais eu de nouvelles de la police. Je n'ai aucune idée s'ils ont poursuivi leur enquête ou s'ils ont simplement abandonné parce qu'il n'y avait plus de bateau lorsqu'ils sont arrivés. Quelque chose s'est passé ce matin-là. Quand je repense à tous les éléments, je les assemble et le résultat terrorise toujours. Cette femme nous a attirés avec un pavillon de détresse et après que j'eus monté à bord du bateau, elle a retiré le pavillon et n'a pas prononcé un seul mot. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle se cachait
et pourquoi il y avait. Autant de preuves indiquant la présence. D'autres personnes à bord, notamment les tasses de café encore fumantes, alors qu'il n'y avait que cette petite femme en haillons. La raison pour laquelle certains de mes et amis pensent que j'ai été maudit, qu'après être monté sur ce bateau ce matin-là, j'ai enchaîné une série de terribles malchances. J'ai tout vécu, de la perte de mon emploi jusqu'à la destruction de ma probité. Voiture, dans un accident. Le père âgé de Dustin nous a parlé d'une vieille légende sur une malédiction des eaux, mais je n'y crois pas une seconde. Je pense que cette malchance n'est qu'une simple coïncidence, et attribuer cela à une malédiction est une excuse. Et bien pratique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce matin-là, je sais ce que j'ai vu, et je sais ce que j'ai vu. N'ai vu personne d'autre sur ce bateau. Je partage cette histoire dans l'espoir qu'elle sera lue, et j'aimerais vraiment savoir ce que les autres en pensent. Suis-je maudit? Cette femme avait-elle commis un crime atroce avant mon arrivée? Ou bien tout cela n'est-il qu'une coïncidence complètement folle?